Chicago où nous attend Aman Mana. Bon après-midi, Aman. Bon après-midi. Bon après-midi, Serge Alain. Attends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, Aman Mana. Merci d'être avec nous. D'accord. Oui, Je Aman suis Mana, avec vous. après, j'aime l'odeur de l'encre au petit matin, c'était en 2024, toujours aux éditions de Chabelle. Vous sortez ceci, les années Biya, chronique du naufrage de la nation camerounaise, Aman Mana. Les années Biya, nous sommes en 2025. Pour vous, c'est la fin des années Biya. Pourquoi ce livre en ce moment-ci alors que le président Biya est encore là? Vous savez, à un moment donné, il faut faire le bilan. Même si ce n'est qu'un bilan d'étape. Mais une chose est sûre, si M. Biya devrait faire quelque chose de positif ou d'extrêmement négatif, en 42 ans, il l'aurait déjà fait. Donc, le bilan du biaïsme est établi et c'est ce bilan que j'ai essayé de retracer dans ce livre que j'ai voulu, non pas définitif, mais suffisamment évocateur de l'essentiel de ce qui a été fait pendant les années Biya par le président et comment est-ce que le Cameroun a vécu ces années-là. Il s'agit davantage du portrait d'une nation, du portrait d'une nation autour d'un leader, si on peut lui accorder des capacités de leader, parce que Paul Biya a davantage été un chef, un chef clanique, plutôt qu'un leader qui a amené une nation vers un espoir qui a été qui a été suscité dès sa prise de fonction en 1982. En 1982, c'est presque une espèce de printemps au Cameroun. Et c'est-à-dire que le Cameroun est l'espoir de toute l'Afrique. Dans mon livre, je parle de cette réunion à Toronto, cette réunion des bailleurs de fonds à Toronto, au Canada, où le Cameroun est célébré au mois de juin 1989 comme étant l'espoir de l'Afrique. Et vous voyez plus tard où est-ce qu'on se retrouve. Donc, ce sont ces 40 années-là que j'ai essayé de ramasser dans ce livre, qui, si c'est possible de le faire, hein, vous voyez, il y a 700 pages, mais je ne suis même pas sûr qu'à l'intérieur, il y a tout ce qu'il fallait pouvoir dire. Mais de toutes les façons, il y a au jour le jour au moins tous les repères de la vie sociale et politique camerounaise dans ces années-là. Tous les personnages significatifs y sont, toutes les dates significatives y sont, tous les faits sociaux, politico-économiques y sont. Voilà. Aman Mana, vous parlez surtout de dégringolade. C'est pas trop fort là, Aman? Non, écoutez, lorsque je parle de dégringolade, vous-même, il y a, je vais aller terre à terre, il y a la belle chanson de Richard Bonnat, il y avait quoi avant? Et si on dit il y avait quoi avant, il y avait quoi avant? Il y avait une compagnie aérienne. Il y avait quoi avant? Il y avait des étudiants qui pouvaient aller à l'université et qui avaient des bourses. Il y avait quoi avant? Bref, il y a un ensemble, il y a une dégringolade sociale, c'est clair, tout le monde l'a vu. Je décris dans ce livre, en 1983, la double baisse des salaires, une dégringolade qui n'a pas seulement été celle des fonctionnaires, mais qui a été également la baisse, la chute des valeurs morales. C'est-à-dire que les fonctionnaires se sont désormais sentis investis de vénalité de la charge. C'est-à-dire que globalement, la chèvre brûle là où elle est attachée. Chaque fonctionnaire considère désormais sa charge, sa fonction, non pas comme une charge publique, mais comme une charge vénale sur laquelle il doit se nourrir à la tête du client. Et cela de manière sans souci, sans le moindre, sans le moindre remords. Donc, il y a un ensemble de dégringolades comme ça il y a la dégringolade morale, la dégringolade financière et économique, la dégringolade sociale. Et maintenant,
sur le point où on s'attendait le plus à avoir un gain de qualité, à savoir les libertés. Parce que d'Aïdjo à Biya, quand Biya arrive, on se dit, ouf, on va au moins souffler sur les libertés. Les libertés étaient le dernier espace, c'était la dernière chose que Paul Biya pouvait avoir apporté. Également, les libertés, on ne les a plus. Monsieur Foguet, qui est en prison pour être resté chez lui. On ne va pas énumérer le nombre de personnes qui sont allées en prison juste pour avoir émis une opinion, en contradiction avec ce que Paul Biya a déclaré lui-même en 1985 lors de son congrès, lors du congrès fondateur du RDPC à Bamenda. Il n'y a plus besoin de prendre le maquis pour émettre son opinion. Donc, de toutes les façons, on est parti de Charlie dans le Silla. On est allé de quelque chose de pas reluisant à quelque chose de bien plus grave encore. Parce que de toutes les façons, le régime Ahidjo, c'était un régime fort, c'était un régime qui disait ce qu'il veut, qui faisait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait. Le régime Biya dit quelque chose et fait exactement le contraire. Donc, finalement, on est dans un espace où l'incertitude est le lot quotidien de tout le monde. J'ai suivi ce journal d'Equinox avec les larmes aux yeux, où les populations laborieuses se lèvent le matin et ne peuvent pas aller travailler quand elles ont du travail. Et la vie quotidienne camerounaise est un chapelet d'irrésolutions comme ça, qui sont faites, qui sont liées à l'incompétence, à la concussion, à la corruption et compagnie. Est-ce que vous savez que si vous n'avez pas d'électricité au Cameroun, c'est tout simplement à cause de la corruption? C'est tout simplement à cause de la corruption. Nous avons exactement tout ce qu'il faut pour avoir de l'électricité. Mais à cause du système de prise de décision qui est absolument corrompu, nous n'avons pas d'électricité. Ça, c'est démontré dans le livre. Donc, il y a un ensemble de choses ainsi qui font que les Camerounais ne méritent pas ce qui leur arrive. Les Camerounais ne méritent pas ce qui leur arrive. Leur pays est nanti de richesses. Eux-mêmes, ils sont travailleurs. Ils sont éduqués quand on pouvait encore. Mais il y en a encore une marge. Ils ont ce qu'il faut pour pouvoir bien vivre dans cette Afrique qui est si riche et dans laquelle il y a désormais aussi l'espoir. Mais ils n'arrivent pas à le faire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a à la tête d'un pays un potentat qui est assis là et qui empêche au pays d'avancer. Il faut finalement qu'on dise les choses comme elles sont. Le pays n'avance. Aman Mana, vous parlez de ce qu'il y avait avant. Nous, on sait ce qu'il y aura après, c'est-à-dire dans quelques mois, ce sera la présidentielle en octobre, et dans quelques semaines, on va le dire comme ça, le président va convoquer le corps électoral. Aman Mana, depuis quelque temps, vous êtes visiting professor à la Medill School of Journalism de la New Northwestern University dans Illinois. Nous sommes aux États-Unis. Est-ce que vous êtes inscrit de ce côté-là, sur la liste électorale, du côté de Washington, d'ici? Est-ce que vous allez voter où, Aman Mana? Je vais vous dire très sincèrement, je ne suis pas inscrit, et je ne suis pas inscrit pour une raison simple. Je suis dans la situation de la plupart des Camerounais qui vivent aux États-Unis et qui vivent à l'étranger. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'obstacles qui sont mis sur leur chemin et qui font à ce qu'il est extrêmement difficile pour les uns et les autres d'aller accomplir leurs devoirs citoyens. On va vous demander un ensemble de justificatifs de votre situation qui sont tels que les ambassades camerounaises deviennent plus sourcilleuses que les contrôles d'immigration qu'il y a dans les pays étrangers. Il suffit que chacun présente son passeport pour attester de sa camerounité, pour s'inscrire. Mais non, là, il faut encore constituer un dossier absolument impossible. Sans compter que maintenant, dans un pays continent comme les États-Unis, je suis à 3 heures de vol
je suis à 3 heures de vol je suis à 3 heures de vol de Chicago, de Washington DC. Il me faut faire 2 à 3 voyages pour pouvoir m'inscrire et puis pour aller voter. Si cela est possible, je pense que c'est quelque chose d'assez complexe. Je suis convaincu que quelques personnes qui habitent le DMV, à savoir le DC, Maryland et la Virginie, pourront le faire s'ils ont de la persévérance. Donc, il y a un ensemble, et cela résume véritablement l'attitude du gouvernement, du pouvoir en place au Cameroun vis-à-vis des élections. Au Cameroun, on mime la démocratie. On ne la pratique. On mime la démocratie en ignorant ses principes les plus élémentaires. Depuis 1992, il n'y a que des simulacres d'élections. C'est un vaste simulacre d'élection qu'il y a depuis que le peuple Paul Biya est au pouvoir. C'est un vaste simulacre pour donner l'impression que quelque chose est en train de se passer, qu'on est en train de faire des élections, alors que, dans le fond, il n'y a pas de choix possible. Le seul choix possible et faisable, c'est le choix du potentat qui organise les élections. Je le dis non pas par dépit, mais je le dis par constat, et c'est prouvé dans tout un chapitre de mon livre, le chapitre 6, qui détaille chaque élection. Comment est-ce que le pouvoir s'est arrangé à chaque fois pour remporter les élections, Je loue les efforts de la société civile, de certains partis d'opposition pour susciter l'engouement, pour essayer de faire du contrôle dans le bureau de vote, pour essayer de faire du contrôle sur toute la chaîne. Ça, c'est quelque chose de louable, parce que ça va repousser ce pouvoir dans ses derniers retranchements. Si, en dernière minute, et ça, j'en suis convaincu, ils auront toujours le dernier recours. Et leur dernier recours, c'est la force brutale, la force brute. Ils ont le dernier recours, c'est la force brutale, la force brute. Maintenant, aux populations camerounaises de savoir comment, face à cela, elles se comportent. On a eu des exemples dans l'histoire récente de notre continent où les Camerounais, comme l'a dit le professeur Richard Joseph l'autre jour, lors de la présentation de mon ouvrage, les Camerounais doivent se réapproprier leur pays. Les Camerounais doivent se réapproprier leur pays qui a été confisqué par un potentat qui est aidé par un ensemble, par un groupuscule de personnes qui tiennent les leviers d'un certain pouvoir, surtout du pouvoir sécuritaire. Bon, maintenant, il ne faut pas aussi qu'on exagère, hein. Il ne faut pas qu'on exagère la peur, hein. Il ne faut pas qu'on exagère la peur parce que à la fin de la journée, les Camerounais, dans leur ensemble, sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus forts, s'ils sont unis et conscients des enjeux qu'il y a pour la reprise en main du destin de leur nation. Voilà. Merci beaucoup, Aman Bana. On va